bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission Ensemble, c'est mieux. Ce matin, eh bien, c'est pas mal aussi d'être ensemble dans une salle de cinéma. Karl, c'est ce que vous avez fait hier soir. Absolument, je suis allé voir Alice et le maire de Nicolas Pariser. Et alors, bilan un peu mitigé, mais je vous en parlerai. Très bien, allez, on verra ça tout à l'heure. Sabine, vous nous avez concocté, comme chaque semaine, une sélection aux petits oignons des meilleurs événements culturels. Évidemment, comme le festival Maintenant à Rennes et le festival La Béquée de danse contemporaine à Brest. Bon, un super menu qui nous attend, évidemment. Merci beaucoup. On s'intéressera aussi aujourd'hui au vélo à assistance électrique. Il a le vent en poupe. Faut-il le louer? Faut-il l'acheter? Comment bien le choisir? Quels avantages pour quels usages? Existe-t-il des circuits dédiés en Bretagne? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans un instant. Nous parlerons de santé également, un très beau projet porté par le CHU de Brest dont l'objectif est de financer la recherche pour les patients atteints d'un cancer de l'œsophage avec un essai clinique totalement innovant. Et ce protocole, eh bien, il a besoin de vos dons sur la plateforme Kengo pour voir le jour. Le professeur Jean-Philippe Medjes nous l'expliquera. Enfin, nous retrouverons Billy à la SPA de Rennes avec cette fois-ci, ce matin, un petit chat à adopter. Ça va miauler. Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, petit tour de table sympa. Il y en a une qui a mis des fleurs, mais dites donc. Oui, mais tout à fait. Ça, c'est quand vous êtes d'humeur guillerette, Catherine, je sais. Oui, aujourd'hui, bah oui. Bon, on va-t-on pédaler vers la gaieté? Oh là 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 là, moi j'ai du mal. Je suis très en forme. Allez. Alors oui, mais vous connaissez mon éternel optimisme, oui. Laurence. Je serai modérée, bien sûr, sur la question du vélo électrique. Je fais du vélo depuis pas fort longtemps, mais assez longtemps pour avoir vu le nombre de vélos électriques augmenter dans les rues. Hein, quand même, mine de rien. La pratique se popularise, merci. Démocratise. J'aurais pas dû essayer comme ça dès le matin. Alors, c'est quand on double son premier vélo électrique, c'est vrai que c'est avant tout une école de l'humilité. Hein, voilà. Et puis on se rend compte que c'est la fin d'une ère. Peut-être c'est la fin de la danseuse. Vous savez le. Voilà, quand on s'accroche comme ça à son vélo debout. Regardez le Tour de France. Oui, c'est vrai, mais c'est ces images-là qui viennent. Donc le vélo électrique, c'est peut-être la fin de la danseuse. Et en tout cas, on se l'est dit, alors on peut se le dire, on se l'est dit hors antenne, c'est pas du jeu, c'est pas du sport. Le vélo électrique, c'est un peu de la triche. Alors bien sûr, si vous voulez arriver au travail sans suer, si vous voulez ne pas galérer dans les côtes, bon bah allez-y, faites du vélo électrique, mais c'est pas du sport. Enfin si, pour Femke van den Trich... pour une Belge, ça l'a été puisque amie belge. Oui, en 2016, elle a été quand même prise dans une compétition de cyclocross avec un vélo motorisé. Donc pour elle, là, c'était pas du sport. Elle a eu des problèmes, mais on peut comprendre que quand on vient du plat pays, on est des petites angoisses à l'idée de monter une côte. Donc on peut l'excuser. En tout cas, elle est toute excusée pour nous. Mais à ce moment-là, on fait peut-être pas de cyclocross. Donc voilà. Donc même les sportifs s'y mettent, mais c'est quand même pas du sport. Enfin, si. C'est un peu de la muscu parce que moi j'en ai essayé un, mais c'était pas un vélo breton, qui était un peu, on a l'impression d'être sur un âne-mort, hein, ça pèse un peu un âne-mort, on peut le dire. Donc c'est un peu de la muscu. En tout cas, pourvu qu'il y ait beaucoup de vélos électriques en circulation, parce que c'est aussi un support de compétition. Et le prochain vélo, je vais le doubler dans une côte, un vélo électrique, et là je pourrais faire non, plus précisément, je pourrais faire Voilà, on y va. Donc, vive les vélos électriques. Vive le vélo électrique, eh bien, exactement. Allez, on va commencer par une petite introduction en images avant d'aller plus loin sur le sujet. Ah bon, tu vas tous les jours au boulot en vélo? Oui, avec mon vélo électrique, c'est hyper confort. Et oui, le vélo électrique est en plein boom. Il s'en est vendu 338 000 en 2018, soit 21% de plus qu'en 2017, année où il s'en était déjà vendu 90% de plus qu'en 2016. Le marché du vélo à assistance électrique, le VAE, représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires des ventes totales de vélos. Pas étonnant, le vélo électrique a beaucoup d'atouts. Il permet de faire de l'exercice et donc de se maintenir en forme sans forcer. Fini l'enfer des montées et des arrivées en nage. Pédalez tranquillement et l'assistance électrique démultiplie vos efforts jusqu'à 25 km/h. Idéal au niveau cardio-respiratoire et musculaire, sans contrainte articulaire. Et en plus, zéro pollution de l'air. Mais acheter un vélo électrique, c'est pas donné. Comptez en moyenne 1 500 €. Attention au premier prix, autour de 500 €, avec des batteries de faible autonomie, car changer 2 batteries a un coût, autour de 400 €. Mais avec une batterie de bonne qualité, vous en aurez pour plusieurs années.
Bonne nouvelle, pour baisser le prix d'achat, des aides existent près de chez vous. Mairies, départements, régions peuvent mettre la main à la poche pour des sommes allant de 100 à 400 euros. Alors, on se remet en selle ? Mais bien sûr qu'on se remet en selle. D'ailleurs, on n'en est jamais descendu, en fait, c'est ça. Allez, pour aller plus loin sur le sujet, on va retrouver Sébastien Marek. Bienvenue. Vous êtes porte-parole de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Et puis, on reçoit également Jessica Viscard. Bienvenue à vous également. Vous êtes responsable du pôle observatoire et développement du comité régional du tourisme de Bretagne. C'est ça. Avec vous deux, on va essayer de comprendre cette pratique qui a de plus en plus de succès. Comment se positionne la Bretagne en termes de vélo à assistance électrique ? Est-ce qu'on l'utilise plus qu'ailleurs ? On l'utilise, je dirais pas qu'on l'utilise plus qu'ailleurs, mais globalement la Bretagne suit la tendance générale en France, qui est vraiment l'explosion de l'utilisation de ces nouveaux véhicules, parce que ça fait partie de la catégorie des nouveaux véhicules. Et les ventes ont été multipliées par 23 en 10 ans. Donc il s'en est vendu 340 000 l'an dernier, et contre 15 000 seulement en 2008. Donc voilà, 23 fois plus en 10 ans. Et en Bretagne, on a un habitat plutôt diffus, beaucoup de communes assez peuplées, mais avec de l'habitat individuel qui est diffus. Et donc le vélo électrique répond aussi à une demande particulière des Bretons, dont les déplacements domicile-travail, par exemple, sont un peu plus longs que la moyenne en France. Donc voilà, ça répond à des usages particuliers. Et alors les communes sont également un petit peu assez porteuses de ce type de projet, notamment par la location. Que ce soit longue durée ou en libre service. Rennes, par exemple, vous disiez, possède l'un des parcs les plus importants de France en vélo électrique. Oui, c'est l'un des plus importants. Il y a chaque année 1800 nouveaux vélos à assistance électrique qui sont achetés par Rennes Métropole et qui sont proposés en location aux habitants. Et c'est un succès qui ne décroît pas, qui ne fait qu'augmenter. Et donc, il y a quelques années, il y avait seulement quelques centaines de vélos. Et aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de Rennais, d'habitants de Rennes Métropole qui sont passés au vélo électrique grâce à cette solution. Alors souvent, il y a un effet d'aubaine puisqu'on peut racheter le vélo électrique à la fin de la location. Ouais, alors ça, c'est pas mal. Ça se fait de plus en plus. Préférentiel par rapport au prix public. Donc, cette option d'achat, elle rencontre un vrai succès. Ouais. Quand vous dites prix préférentiel, c'est quoi ? Alors, par exemple, à Rennes Métropole, parce qu'il y a des services de Rennes Métropole, on peut racheter le vélo pour environ 750 € en incluant le coût de la location pendant 2 ans, contre 1 300 € prix public pour ce type de vélo. Et puis ce qu'on a observé, c'est que l'explosion du vélo électrique, en particulier à Rennes Métropole, a permis une augmentation moyenne des distances de déplacement réalisées à vélo. Donc voilà, les déplacements doublent par rapport à un usager de vélo mécanique. Voilà. Alors, c'est un peu comme passer d'un téléphone à clapet à un smartphone. Ça doit être très très dur de faire machine arrière quand on s'est habitué au vélo électrique en plus, j'imagine. Un petit peu, oui, sans doute. Oui, c'est une version un peu upgradée, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en termes d'efficacité, on est sur une efficacité 2 fois supérieure à celle d'un vélo mécanique, et puis on est sur une accessibilité multipliée par 4, parce qu'on va aller plus loin, plus rapidement, et on va avoir tendance à faire des déplacements qu'on faisait en voiture à vélo électrique, donc il y a un phénomène de report modal. Justement, on parlera dans quelques instants un peu plus du report modal, mais avant d'évoquer les avantages justement de ces vélos électriques, on va écouter la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Aurélie. Bonjour, je m'appelle Aurélie et j'ai une question concernant les vélos électriques. Je voudrais acheter un vélo électrique à ma grand-mère, mais je me demande si c'est dangereux, je me demande si c'est bon pour les personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les conditions de sécurité sont meilleures avec un vélo électrique ? Est-ce qu'on vous demande si votre grand-mère fait du vélo ? La fameuse expression. De manière générale, les bénéfices du vélo sont 20 fois supérieurs aux risques. Ça, c'est ce qu'ont montré les enquêtes sanitaires qui ont eu lieu sur le sujet. Donc Aurélie, faites confiance à votre grand-mère et aussi aux conséquences positives que ça peut avoir effectivement sur ses conditions physiques et aussi sur son espérance de vie, parce que ça augmente l'espérance de vie. Donc c'est une super action d'offrir un vélo. Et ce que je conseille avant tout, d'abord, c'est de faire essayer à votre grand-mère un vélo électrique, d'aller chez un détaillant, chez un vélociste, quelqu'un dont c'est la profession, le métier, et qui va pouvoir conseiller le type de vélo à acheter, qui va faire essayer surtout des vélos à votre grand-mère pour savoir si elle se sent à l'aise. Parce qu'il faut essayer tout simplement de rouler sur tout droit, de prendre des virages, voir comment
votre grand-mère s'adapte ou pas à la conduite, est-ce que son gabarit, sa morphologie est adaptée au vélo. Donc tout ça, c'est des détails importants et je conseille vraiment d'essayer avant de se fixer sur un achat. Donc je déconseille l'achat sur Internet, par exemple. Le message est passé. En tout cas, ça permet de démarrer plus vite au feu et donc c'est quand même moins risqué. Oui, en ville, ça permet de démarrer plus vite au feu et d'échapper un peu à ce stress des voitures, des automobilistes qui vous frôlent ou qui vous collent. Bon, c'est quand même un énorme avantage. Ouais. Vous parliez à l'instant du report modal. Ça signifie quoi exactement ? À l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, l'ADEME a fait une étude sur les services liés au vélo, donc notamment les services de location. Et on s'est aperçu que les personnes qui louaient un vélo à assistance électrique dans une collectivité parcouraient des distances 2 fois supérieures. 7,6 km contre 3,4 pour un vélo mécanique. Donc on double les distances. Et il y a un effet, en fait, le vélo électrique, c'est un peu comme un agrégateur de déplacement, c'est un attrape-tout. C'est-à-dire que des déplacements qu'on réalisait auparavant en voiture, par exemple pour les loisirs, pour visiter des personnes, pour les courses, on va les faire avec un vélo électrique parce que le vélo électrique permet d'aller plus loin, de se déplacer plus rapidement. Donc c'est normal que les gens parcourent des distances plus importantes et puis transporter des charges lourdes. Donc typiquement, transporter des enfants ou des courses n'est plus un problème avec une assistance électrique. Et au besoin, il faut se fournir avec un vélo cargo qui permet de transporter des charges lourdes. Oui, ça marche bien ça. Donc ça fait partie d'une politique globale urbaine finalement. Oui. Il y a de plus en plus, vous le disiez, d'intercommunalités qui ne font plus le choix, par exemple, de navettes pour transporter leurs administrés, mais qui incitent financièrement les habitants à acheter un vélo électrique. Oui, c'est le cas de beaucoup de villes moyennes et aussi de communes périurbaines et rurales. En Bretagne, on peut penser à des communes balnéaires comme l'Arbre-Plage qui propose un service de location, mais aussi à l'intérieur des terres. Je pense à une commune comme... Alors, il y a des services de location, il y a différents types d'initiatives. Il n'y a pas que les services de location. Par exemple, Azinzac-le-Christ, dans l'agglomération de Lorient, propose une aide à l'achat de 100 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Dans l'ouest de Cornouailles, du côté de Pont-l'Abbé et aussi à Douarnenez, on propose aux agents une flotte de vélos à assistance électrique pour leurs déplacements dans le cadre du travail. Il y a un service de location aussi intéressant qui est proposé dans la communauté de Val-d'Île-d'Aubigné, la communauté de communes, qui est au nord de Rennes. Et ça, c'est un service de location qui compte 200 vélos déjà dans un territoire qui compte aucune commune supérieure à 2000 habitants en termes de population. Et là, on propose aux habitants des vélos et on s'est aperçu que la distance moyenne parcourue par cet habitant avec ces vélos, c'était 11 km. Donc c'est quand même pas du tout négligeable et ça remplace beaucoup la voiture. Ouais. Et puis alors, il y a pas mal de stations balnéaires qui se lancent évidemment dans cette politique de vélo à assistance électrique. Justement, Jessica, puisqu'on parle du levier touristique, vous êtes responsable du pôle observatoire et développement du comité régional du tourisme de Bretagne. Est-ce que vous constatez, vous, une part croissante de vélos électriques sur les voies vertes bretonnes ? Oui, tout à fait. Il y a 5 ans, quand on faisait les enquêtes, on ne posait même pas de questions sur le vélo à assistance électrique. C'était pas suffisamment prégnant pour qu'on s'y intéresse. La dernière étude qu'on a faite en 2018 nous a révélé que quasiment un groupe de cyclistes sur 5 comptait un vélo électrique. Oui. Parmi eux. Donc c'est 16% à peu près des groupes qui ont cette pratique. Donc clairement, c'est des personnes qui suivent d'autres qui le font avec un vélo mécanique qui ne seraient pas venus. Qui devancent sûrement, oui. Mais qui font partie du groupe là où elles pouvaient être isolées, marginalisées, ou empêcher le groupe d'aller faire soit de la promenade, soit l'itinérance, puisqu'on est aussi sur des gens qui vont faire des parcours de plusieurs jours, ce qui n'était pas envisageable pour eux il y a un certain temps, et maintenant c'est rendu possible, et on voit vraiment la croissance importante avec des acteurs qui se sont vraiment mis sur ce marché. On voit tous les loueurs de vélos dans les stations aujourd'hui qui proposent la possibilité de louer des vélos à assistance électrique. Et puis des structures, des offices de tourisme, pour parler touristique, qui est quand même le sujet que je maîtrise le mieux, qui aujourd'hui ont proposé des itinéraires à faire en vélo électrique. Dédiés au vélo électrique, accompagnés qui donne en fin de compte au moment de la location. Quels peuvent être les freins, envie de vous demander, parce qu'il y a quand même qui dit vélo électrique, dit t'en as à droite, à gauche. Merci les amis, merci. Donc
Alors, je confirme, ils ont bien des freins. Il y a quand même des freins. Alors, vous m'avez perturbé. Alors, quels sont les freins? Alors, qui dit vélo électrique dit rechargement. Et ça, c'est peut-être le petit hic. Je vais plus dire frein parce que bon. Quand on est en milieu urbain, où on est sur des distances, comme vous le disiez, de 6, 10, 11 km en moyenne, c'est facile. Quand on est sur d'itinérance, c'est de l'ordre de 50 km par jour. Donc forcément, ça implique que le vélo soit rechargé tous les jours. Sinon, on tombe très vite en panne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des services qui doivent être proposés, ou tout du moins identifiés, parce qu'il y a des points de rechargement qui existent aujourd'hui, puis il y a tous ceux qu'on n'a pas bien identifiés, mais où c'est faisable, dans les campings, dans les hôtels qui proposent aujourd'hui ce service. Et de plus en plus, on voit les établissements, les hébergements s'équiper pour répondre à cette demande croissante, notamment tous ceux qui font partie du label Accueil Vélo, qui aujourd'hui offre souvent gratuitement la possibilité de recharger les batteries du vélo pour poursuivre l'itinérance. Avant, vous recherchiez les points d'eau et maintenant, c'est plus les points de rechargement. Mais on ne pourrait pas imaginer un vélo à énergie éternelle dont le mouvement fait fonctionner la batterie, qui fait fonctionner le... Ou alors un chapeau avec un hélicoptère dessus, tu vois, parce qu'on est dans l'utopie la plus totale, là. Un chapeau avec un panneau solaire, par exemple. Ouais. On a des pistes, Laurence, on va faire avancer le monde du VAE. Je vois ça. Alors, savez-vous qu'il existe un baromètre vélo? Vous allez peut-être nous en parler, Sébastien. C'est la seconde édition de cette enquête? C'est la seconde édition lancée par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB. Et en 2017, ça a été la plus grande enquête réalisée sur le sujet, avec plus de 113 000 réponses. Et donc, l'objectif cette année, c'est de battre ce nombre et aussi de multiplier le nombre de communes. Il y avait 400 communes qui avaient été évaluées au niveau de leur politique cyclable en 2017 et on veut dépasser ce nombre. L'objectif du baromètre vélo, auquel chacun peut répondre, chaque Français usager ou non usager du vélo, je précise, est donc disponible sur le site Parlons Vélo. Et l'objectif, c'est d'évaluer le ressenti des usagers du vélo, un petit peu en termes de sécurité, de confort, de services disponibles, de promotion du vélo, donc un petit peu tous les aspects de la politique en faveur du vélo. Parlons d'écologie maintenant. Est-ce que vous savez les uns les autres qu'on peut recycler ces fameux vélos électriques? Non. Oui, ça c'est bien. Et ben voilà. Et ben on va tout de suite voir un petit exemple du côté de Rennes. C'est un reportage de Maïlène Villaverde et de Christophe Rousseau. À la Petite Reine, jamais un vélo ne meurt totalement. Dans cet atelier participatif, on apprend aux 1400 adhérents à s'occuper eux-mêmes de leur fidèle bicyclette. Un engagement éco-responsable qui a fait jaillir un nouveau projet, le recyclage des anciens vélos électriques de la métropole. L'idée de départ, c'était ça, c'était de dire on ne veut pas que les vélos ils restent à ne rien faire et à pourrir dans un dépôt ou quoi. Donc nous, on savait quoi faire du vélo. Donc une fois les électrifiés, on l'a remis en état, c'est notre rôle à la Petite Reine. Le démontage du système électrique a été confié à l'établissement d'aide par le travail de Torigny-Fouillard. Ils enlèvent l'électricité. Nous, on fait en sorte qu'ils soient remettables sur la route avec les normalisations, les lumières, les systèmes de freinage qui vont bien. Et simplement, voilà, ils sont sortis du placard pour pouvoir rouler de nouveau, mais sans électricité. Les beaux vélos issus du réemploi sont ensuite revendus au prix de 180 €. Quant aux batteries et autres moteurs, pas question de les jeter. Ils font désormais le bonheur du Human Lab. Ce laboratoire de fabrication numérique dédié au handicap ne manque pas de génie de l'électronique et du bricolage. Guillaume et Johan se sont lancés dans la construction d'un système de motorisation pour fauteuil roulant. C'est vraiment quand on en a parlé tous les deux, on s'est dit tiens, on va pouvoir avoir des moteurs et des batteries. Toi, ça te branchait, parce qu'on en avait déjà parlé. Vas-y, t'es prêt, on essaie quoi. On fait un premier test. Voilà. On a ici des tubes, on a un guidon de vélo, une potence de vélo, un frein de vélo. Ici, il y a un petit boîtier. Et ça, c'est un boîtier, c'est une charnière de photocopieur. En 2 jours, Guillaume et Johan sont arrivés à ce prototype. L'ergonomie, la facilité d'installation et le design doivent encore être améliorés, mais le système fonctionne. Ouais, c'est intéressant, je pense que pour faire des longues balades, d'avoir une assistance, du coup ça permet de protéger un petit peu ses épaules. Le Human Lab espère pouvoir éditer d'ici la fin de l'année un manuel d'instruction pour que tout le monde puisse en profiter. C'est vraiment ça l'objectif, c'est que chacun puisse fabriquer le sien et se l'adapter
personnellement en fait. Vraiment faire quelque chose d'unique, adapté à son propre besoin, quoi. En 2018, ce sont 100 vélos et presque autant de batteries et de moteurs qui vont connaître une nouvelle vie. Voilà, la seconde vie des vélos électriques. Vous avez une réaction, Sébastien ? C'est une initiative qui est rennaise et qui est quasiment unique en France. Je ne connais pas d'équivalent. Et c'est intéressant de constater qu'en fait, un outil qui permet d'apporter davantage d'autonomie, le vélo à assistance électrique, pour pas mal de gens, peut permettre dans une seconde vie d'apporter aussi plus d'autonomie à des personnes à mobilité réduite. Donc voilà, c'est un message très positif qui est envoyé par cette initiative. Ouais, une belle initiative solidaire, effectivement, et écologique. Oui. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre, généralement. Tant qu'à faire, on va pas se gêner. Ensemble, c'est mieux, comme on dit chez nous, n'est-ce pas ? Ensemble, c'est mieux. Il y en a un qui, cette phrase, elle parle énormément. C'est Jean-Philippe Medjas, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes médecin coordonnateur du pôle régional de cancérologie en Bretagne. Et vous êtes aujourd'hui ici parce que le fonds de dotation Innovéo du CHU de Brest lance une nouvelle campagne d'appel aux dons sur la plateforme de financement participatif qu'on connaît bien, ici Kengo. Pour quel projet ? Expliquez-nous. Alors en fait, c'est un projet qui concerne le cancer épidermoïde de l'œsophage, une forme de cancer de l'œsophage. Et en gros, on peut traiter toute pathologie, soit avec de la chimiothérapie, on voit bien, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui défonce une porte et puis qui tire sur tout ce qui bouge, globules blancs, globules rouges, plaquettes, et quand même, sur un malentendu, la tumeur. Vous avez des thérapies ciblées, on va aller ouvrir une porte dans la cellule, et puis vous avez une forme un peu plus novatrice qui est l'immunothérapie. En très gros dans le texte, vous avez quelqu'un qui rentre dans le corps, qui prend le globule blanc par la main et qui lui dit, tu vois, lui c'est le méchant, c'est le cancer, et le globule blanc du patient saute sur le cancer. À partir de là, les premiers essais ont commencé il y a quelques années maintenant dans différents cancers. C'est devenu une stratégie dans le cancer, par exemple comme le mélanome ou le cancer du poumon. Et les derniers résultats nous montrent un intérêt dans le cancer digestif, et plus particulièrement le cancer de l'œsophage. Est-ce que la Bretagne est plus touchée que d'autres régions par ce cancer-là, le cancer de l'œsophage ? Pendant très longtemps, on avait une espèce d'omerta par incapacité de notre gouvernement d'avoir exactement le nombre de nouveaux cas de cancer, pas simplement dans le Finistère, pas simplement en Bretagne, mais en France de façon générale. Et on avait ce qu'on appelle des registres qui permettaient de savoir dans certaines régions combien de cas de cancer étaient dans une région donnée. On avait déjà la sensation que le Finistère était le plus touché en France. On en a eu la confirmation au mois de février avec les résultats des études dites de l'INCa, Institut du cancer en France, qui montrent que la Bretagne est le département le plus touché pour les cancers de l'œsophage et de l'estomac. Et au sein de la Bretagne, comme si on avait une volonté d'être totalement à la pointe, le Finistère est à la pointe en nombre de patients et du coup à la pointe du combat. Ben oui, voilà, et donc, on se bat pour essayer d'avoir un essai thérapeutique sur une toute nouvelle molécule d'immunothérapie. Et cet essai, en fait, il est extrêmement simple à comprendre. La molécule, c'est une molécule qui s'appelle le TSR 042. C'est une molécule qui est très simple à comprendre. On injecte un produit de quelques dizaines de minutes toutes les 3 semaines, les 4 premières injections. Et si ça marche, le patient a une injection toutes les 6 semaines. Donc quelques minutes à l'hôpital de jour. Et le restant, il fait ce qu'il veut. Ouais, mais un suivi de quelle façon ? Comment on peut être inventif avec un suivi ? En le faisant revenir chaque fois à l'hôpital ? Non. En utilisant des applis, où vous allez avoir une infirmière qui va pouvoir se connecter avec le patient de façon très régulière. Et puis pour le patient, selon l'expression ceinture et bretelle, il a aussi un numéro 24 heures sur 24 où il pourra être joint. Alors c'est un essai thérapeutique qui n'a pas encore commencé parce que le challenge, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on a 3 façons de faire un essai thérapeutique. On va à l'Europe, on demande de l'argent à l'Europe, on est plein, on est français, ça se passe en Belgique avec des gens d'un peu partout et on n'a pas obligatoirement les fonds rapidement. Deuxième solution, on demande à l'Institut du cancer et il faut être honnête, les pathologies comme le cancer de l'œsophage sont des pathologies qui sont orphelines, non pas en nombre de patients, mais orphelines en médicaments. Et ça génère qu'il y a peu d'essais thérapeutiques. Et donc, c'est pas sûr qu'on gagne. Et puis après, on l'a fait à la bretonne. Et à la bretonne... on ne lâche rien. On lâche rien. Et on travaille ensemble. Ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. Voilà. Ensemble, c'est mieux. Et donc, on se dit, et si c'était notre problème de santé publique ? Et si nous mettions, nous, ensemble, toute notre addition des entreprises qui se mettent dans cette histoire, qui disent c'est éthique,
des gens tout simplement. Et moi je suis extrêmement frappé par des gens qui sont des patients, des gens qui sont touchés, qui ne sont pas touchés, qui se disent c'est important. Et voilà un petit peu l'histoire. Vous avez monté un comité qui s'appelle Arpego. Alors ça, c'est autre chose. Voilà, qui travaille en c'est transversalité. C'est pour montrer à quel point vous essayez justement d'agréger toutes ces ce qui donne le lien, bretonnes. c'est déjà une bonne chose. Ensemble, c'est toujours mieux, on l'a dit. Encore mieux. On va vous prendre à la pub pour l'émission. On va aller plus loin et je vais essayer de vous expliquer quelle est la plus grande injustice, la plus grande inégalité. C'est l'absence d'information. C'est-à-dire pour un patient ou sa famille, ne pas savoir qu'il peut y avoir un essai thérapeutique pour le patient. Je ne parle pas du tout de Tamso là pour le coup, mais d'autres essais thérapeutiques, quelle que soit la pathologie. Et donc on s'est fédéré dans le Grand Ouest, sous l'égide du pôle régional de Cancéro-Bretagne, Brest et Rennes ensemble. On s'est ouvert non pas à des structures qui sont uniquement hospitalo-universitaires, sinon on tournerait un peu comme un disque rayé. Non, on s'est ouvert à tout le monde. Le privé, les centres anticancéreux, l'exemple du centre anticancéreux de Rennes, Eugène Marquis, et tous les mercredis matins, sur des dossiers qui ont été déposés ou par des médecins qui viennent de n'importe quel endroit du Grand Ouest, on va essayer de trouver l'essai thérapeutique pour le patient. C'est une proposition, le patient aura l'information et fera ce qu'il voudra. Ça touche la cancérologie, quel que soit le type de pathologie cancéreuse, et c'est un véritable succès parce que les gens ont le choix, et n'ont plus l'impression qu'il faut partir à New York pour avoir un traitement. Et on a des patients, pour ce qui est de Brest, qui viennent de Caen, de Laval, bien évidemment de plus près. Et il y a surtout ce sentiment d'égalité devant le cancer, parce que vous avez l'information. Et vous avez quelque chose qui est probablement le plus important quand on est malade, avoir le choix. Exactement. Alors on va revenir à ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, là précisément. Vous lancez donc un appel aux dons sur la plateforme de financement participatif Kengo, donc pour ce projet de nouvelles molécules en immunothérapie. Vous souhaitez avoir 200 000 euros et vous en avez déjà collecté plus de 22 000. Alors, il reste je vais essayer de vous expliquer à quoi sert l'argent. D'abord, on a d'un côté un laboratoire américain qui s'appelle Tesaro GSK, qui fait des appels à projets. Et vous déposez un projet. Vous avez 100 ou 150 projets qui sont analysés, et puis vous avez finalement un ou deux qui va arriver en finale. Parce que ça pose un vrai problème ou une vraie question de santé publique. Le laboratoire va se mettre en situation de donner gratuitement le médicament. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à Brest, de laisser la responsabilité de la conduite de l'essai thérapeutique à une structure universitaire qui est en pratique le CHU de Brest. Simplement, ça a un coût. Ça a un coût parce qu'il faut, vous le savez, regarder la pharmacovigilance, regarder s'il se passe bien à tout moment, s'il y a toutes les assurances pour que ça se passe bien, les personnels. Et ce coût, soit, encore une fois, on va le chercher en Europe, soit on se dit qu'on est capable de le faire tous ensemble chez nous. Voilà, eh bien, écoutez, l'appel est lancé, l'ensemble s'est mis, on l'a bien compris. Ça se passe sur le site kengo.bzh pour aider le CHU de Brest à trouver les fonds pour cet essai en immunothérapie et c'est thérapeutique. Donc merci beaucoup à vous, professeur Medjes. On va maintenant passer aux événements culturels de notre week-end, ma chère Sabine, et vous nous avez fait une jolie sélection, comme toujours. On va commencer par l'île-et-Vilaine. Allez, passons à l'heure des arts électroniques. Exactement, donc avec le festival Maintenant. C'est la 19e édition organisée par l'association électronique. Elle démarre demain dans la métropole rennaise. Alors c'est un festival d'art, de musique, de nouvelles technologies, beaucoup d'inventions, d'expérimentation. Vous voyez sur ces images prochainement. C'est parti pour 10 jours de concerts, d'expositions, de performances avec 80 artistes dont le Montréalais Lucas Paris et ses structures lumineuses qui s'animent en fonction des impulsions sonores. Autre surprise, celle d'Inès Alpha et ses métamorphoses des visages en 3 dimensions inspirées des mangas, de la science-fiction. Vous pouvez même faire l'expérience vous-même de votre métamorphose interactive au cœur du festival. Le théâtre du Vieux Saint-Étienne, venez. Autre proposition, s'improviser chef d'orchestre à l'opéra avec une baguette magique, je ne vous en dis pas plus. Ça me dirait bien. Mais oui, c'est jusqu'au 13 octobre. Bon, direction maintenant le Finistère, où on sait que ça bouge beaucoup et ça se confirme également dans le domaine culturel avec un festival qui donne des fourmis dans les jambes.
Oui, alors on pose les vélos là pour courir, danser, sauter boulet avec le festival La Béquée, grand temps de fort actuellement de la danse contemporaine sur Brest et les villes environnantes. Il est orchestré par l'association Un Soir à Brest, association qui est parvenue depuis 2007 à rendre accessible cet art souvent considéré comme élitiste, la danse contemporaine. Et cette 13e édition qui se déroule jusqu'à samedi est sans doute la dernière. Ah bah non, mais pourquoi ? Eh bien, en fait, à défaut de subvention, l'association n'a pas les moyens de créer un nouveau poste pour remplacer Marie Coquille, qui était la directrice artistique partie en retraite. J'en profite aussi pour faire un petit appel. Ben oui, effectivement, c'est l'occasion. Ouais, alors on le lance cet appel. Et il y a encore des sacrées rencontres jusqu'à samedi alors dans cet événement. Oui, alors avec notamment Olivier Dubois, ces danseurs chorégraphes qui ne manquent pas d'humour, présentent sous la forme d'un jeu avec le public des morceaux de l'un de ses 60 spectacles dansés au cours de sa carrière. Extrait d'après William Forsythe. Tout de suite, Olivier Dubois. Moi, j'aime beaucoup ça, la danse contemporaine. On dit que c'est élitiste, mais c'est pas forcément vrai. Il y a toujours des façons de l'aborder qui sont... Exactement, la façon. Donc, c'est vraiment d'une énergie. Alors, Olivier Dubois convie à la fin de son spectacle tout le monde à danser, tout le monde s'y met, toutes générations confondues. C'est vraiment gai. Franchement, il faut aller au Festival de la Béquée. Allez, on va se lâcher aussi dans les Côtes d'Armor demain. Oui, alors avec le festival complètement dingue. Alors, jeu de mots évidemment avec la musique d'Afrique de l'Ouest. Ouais. C'est un rendez-vous briochin des artistes africains qui met à l'honneur donc les talents à suivre, notamment Muthoni Drummer Queen, rappeuse kenyane qui a enflammé l'été dernier les vieilles charrues. On l'écoute aussi dans ce clip No More. C'est Muthoni Drummer Queen. Non, mais vieille charrue, il va y avoir Céline Dion. On n'entend plus. Voilà, sacrée voix quand même. Hein. Ah, magnifique, hein, une sacrée audace aussi, hein, oui. C'est une femme très féministe. Alors d'autres pointures vous attendent dès 19h à Bonjour Minuit, scène des musiques actuelles de Saint-Brieuc. Allez, on termine avec le Morbihan où la danse est aussi sur le devant de la scène. Oui, avec Witch Noises de la danseuse et chorégraphe Latifa Laebissi qui revisite la danse de la sorcière, premier solo composé et interprété en 1914 par une femme, Mary Wigman, pionnière d'une danse libre qui s'affranchira des codes du classique. À partir d'un photo et d'un film d'1 minute 30 disponible sur YouTube, vous pouvez voir, Latifa Laebissi redonne vie à cette étonnante performance. Une danse très lente, comme vous voyez. Le corps de Latifa Laebissi, d'une intense présence, semble hanté. À ne pas manquer ce soir et demain au Théâtre de Lorient à 20h. Bah c'est parfait tout ça, ça va être difficile de choisir, ouais. Franchement. Des beaux spectacles, hein. Ouais, franchement. Vraiment chouette. Merci beaucoup, Sabine. Alors, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, bon, c'est pas possible après l'agenda, mais on ne sait jamais. Si vraiment, vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, eh bien, peut-être qu'on va le trouver au cinéma. Peut-être, hein, j'ai dit. Peut-être, oui, il y a un gros peut-être. Il s'agit du film Alice et le maire. Oui, on va tout de suite regarder la bande-annonce et on en discute juste après. Vous connaissez mon parcours Je sais que vous êtes un homme politique, vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, il va bien? Ouais. Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non, oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez? Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser. Je vais être brusque. Allez-y. Vous n'avez pas l'impression de ne plus pouvoir régler un seul problème? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression. Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend. Non, on nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites que
il remplace et il annule l'autre discours. Ok? Ok. Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale? Il y a même une pétition qui circule. Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes, ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Heyman, est-ce qu'elle prend des notes? Elle prend pas de notes. L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous voir arrêter de penser, c'est ça? Je suis désolée, mais le jeu n'est plus le même. Et je te remercie, Alice. Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie. Une bande-annonce qui donne vraiment envie de voir ce film. Ça donne Alice et le carrément maire. envie de voir le film. Ouais. Moi, personnellement, j'étais très, très, très content d'y aller, de retrouver Fabrice Lucchini au cinéma. Pourtant, c'est vrai qu'Alice et le maire m'a déçu. J'ai vraiment été déçu. La bande-annonce vend très bien un film qui ne correspond pas vraiment à ce côté punchline, dynamique, etc. Malheureusement, c'est un film qui ne m'a pas touché, qui n'est pas touchant. D'accord. Bon, ça commençait mal un petit peu dès le début. C'est-à-dire que l'histoire, bon, elle est résumée dans la bande-annonce. Cette jeune femme, Alice, est une normalienne, elle est agrégée de philosophie, et puis elle rencontre ce maire de Lyon. Elle va travailler dans le bureau des idées et des prospectives à la mairie de Lyon, un poste visiblement un peu imaginaire, inventé pour le film. Et Alice, va côtoyer ce maire qui est en panne d'idées, qui n'a plus d'idées et qui compte sur cette jeune philosophe, la philosophe, comme il l'appelle, pour ramener un petit peu d'humanité dans sa vie et dans sa mairie, d'autant qu'il a de hautes ambitions. Ce maire, on va pas en dire plus pour ceux qui veulent aller voir le film. En tout cas, est-ce que l'homme politique va être enfin humanisé par Alice? C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il va y arriver alors? Ouais. On se le demande. On se le demande. Le problème est là, c'est que le film n'est absolument pas humain, n'est pas humanisé. On a vraiment l'impression qu'il se passe des choses sur un écran qui est à des kilomètres de nous. Ce côté très humain qui est dans la bande-annonce, on ne la retrouve pas du tout dans le rythme du film, qui prend le parti de la lenteur. Alors c'est un parti qui peut être effectivement intéressant, un grand marivaudage, des mots, des traits d'humour, comme il y en a dans la bande-annonce. Le problème, c'est que les traits d'humour, ils sont tous là. Ils sont tous là, il n'y en a pas plus dans le film. Donc en plus, si vous avez vu la bande-annonce, vous n'allez vraiment pas beaucoup rire, malheureusement, dans le film. Alors on essaie aussi de se raccrocher aux personnages. On se dit, c'est des personnages qui sont quand même intéressants. Fabrice Lucchini est formidable. En homme politique, on y croit du début à la fin. Il ne fait pas du tout du Lucchini. Il est tout à fait crédible dans cet homme politique important, qui en plus a une place très, très importante au Parti Socialiste. Et pourtant, les personnages, quels qu'ils soient, n'évoluent jamais. On croise également Nora Hamzaoui dans le rôle d'une conseillère qui n'évolue pas du tout pendant le film. C'est-à-dire que chaque fois qu'on la voit, elle raconte à peu près la même chose. Et le film, on a l'impression qu'il s'embourbe un petit peu dans des situations. En principe, un film, on avance un petit peu avec les personnages. Oui, là, ça n'avance pas. L'histoire lance des pistes et malheureusement ne les exploite pas. Alors comment on explique ça? Comment on explique ça? Disons que le cinéaste Nicolas Pariser est un grand admirateur du cinéaste Éric Rohmer. Oui, c'est ça. Alors, il y a des scènes qui sont extrêmement romériennes, qui font plaisir à voir, mais on a envie de se dire, si je veux voir du Rohmer, je vais voir un film d'Éric Rohmer, même s'il est mort depuis quelques années, malheureusement, parce que c'était un très grand cinéaste de la nouvelle vague. On peut revoir, par exemple, L'Arbre, le maire et la médiathèque, avec Fabrice Lucchini, dont s'inspire visiblement ce film, mais ça ne suffit pas, quoi. Bon, écoutez, on ira plutôt voir les spectacles proposés par ça. Alors, je voulais juste, pour défendre un petit peu le film, préciser que quand je suis sorti de la salle, moi j'ai trouvé que c'était un exercice de style un peu vain, assez déshumanisé, mais devant moi, il y avait un jeune homme et une jeune femme qui discutaient du film, et la jeune femme disait, c'est un film vraiment très juste, très bien écrit, les dialogues sont vraiment formidables. Alors peut-être que c'est moi qui suis passé à côté du film, je vous invite pourquoi pas à vous faire une idée. Je crois que vous êtes pas le seul en même temps à être passé à côté du film. Oui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous invite quand même à aller vous faire une idée. On est loin d'un navet, on est loin d'un mauvais film, et moi c'est un film qui ne m'a pas ému ni emporté. Touché, ni emporté. Bon, on l'a bien compris. Alors peut-être qu'on sera emporté par de la danse, peut-être, parce qu'il y avait pas mal de propositions scéniques. Sébastien, vous irez un tour en vélo. Ah mais peut-être. Profiter de l'automne. Et faire un petit don pour la recherche en même temps. Bref, on réunit toutes les thématiques de cette émission. Vous allez tomber du vélo. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Allez, on va danser tout de suite. On va retrouver notre ami Billy. Mais tout à fait. Puisque aussi, ce qu'on peut faire cet après-midi, ce week-end, ça va être d'aller à la SPA de Rennes où nous retrouvons Billy, qui est avec un petit chat. La SPA qui fait ses portes ouvertes ce week-end. C'est très important de le préciser. Allez, on va retrouver tout de suite Billy à la SPA de Rennes. Bonjour. Bonjour Billy. Alors ce matin on est avec Bagheera. Alors c'est vrai, on dirait une panthère. Petite panthère. Magnifique ce petit bonhomme. Bonjour. Donc c'est un petit garçon, une petite fille? C'est un garçon qui s'appelle Marnier. D'accord. Qui a 2 ans.
Je vais pas faire la blague qu'on nous a fait tout à l'heure. Il est grand, Marnier. C'est un grand chat en plus, c'est vrai. Exactement. Très grand chat. Par contre, il a le poil hyper court, j'ai l'impression. Il a le poil court, il a une très belle couleur, ce qu'on appelle le black smoke. C'est une couleur assez rare. Le black Ouais, smoke. il est très très beau, c'est vraiment un très beau chat. Ok. C'est une race particulière peut-être ou Non, pas du tout. C'est D'accord. un Européen avec une jolie couleur, Ok. un caractère en or. D'accord. Voilà, c'est quand même un chat adorable, une personnalité. Enfin, c'est vrai que c'est un chat qui sort du lot. Il sort du lot. C'est vrai que nous, on les voit comme ça un petit peu stressés, mais c'est parce qu'on les enlève de la chatière, on les met dans un autre endroit, donc c'est pour ça que des C'est fois très ils sont... perturbant pour eux de changer d'environnement. Bah, évidemment, ils sont un peu tendus, quoi. Bah oui, je suis Donc sûre. comment on fait quand on veut venir adopter un petit chat à la SPA? On vient ici quel jour? Ou c'est tous les matins? Comment On est fait ouvert tous les jours sauf le jeudi. D'accord. De 14h à 17h30. Ok. Donc même le dimanche, il ne faut pas hésiter à venir les rencontrer, Ah venir oui, le plusieurs dimanche, fois, si petite besoin. balade du dimanche, pourquoi pas? Pourquoi pas, même pour venir nous visiter, parler de nous, bien au contraire. Je pense que c'est important que les gens découvrent aussi notre métier et nos actions. Donc du coup, on adapte en une seule fois ou il faut venir plusieurs fois pour... Tout dépend. Tout ok. dépend. Voilà, si les gens ont besoin de réflexion ou pour un animal, pour un chien par exemple, on peut demander à ce qu'ils viennent plusieurs fois. D'accord. Bon, eh ben écoutez, on a bien compris Il en qu'on a pouvait venir marre, tous les jours ici à la SPA de Rennes pour venir chercher ce petit bonhomme qui s'appelait Marnier. Marnier. Allez, bonne journée. Bonne journée à tous. Non, il est mignon le petit Marnier. Il est pas mal. Et puis si ce n'est pas Marnier, bien qu'il soit extrêmement charmant, vous allez pouvoir découvrir aux portes ouvertes de la SPA sûrement votre nouvel ami pour la vie. C'est certain, et Je c'est dirais tout jamais le assez. week-end, samedi et dimanche. N'hésitez pas, ils vous attendent. Ben, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Dites donc, avant que vous ne repartiez à vélo, on l'a bien compris que ce soit électrique ou mécanique, eh bien, on se retrouvera, nous, demain à 10h45. On parlera des tatouages, on parlera des vannes aménagées, des voyages en vannes aménagées. Ça, c'est très, très sympa. On parlera d'orchestre à l'école et puis également de cuisine avec tout un tas d'idées menus pour la semaine prochaine. Voilà, dans quelques instants, vous retrouverez votre série Itinéraire Bretagne consacrée cette semaine à la découverte de Redon. Maïlène Villaverde et Jean-Michel Piron se sont penchés aujourd'hui sur le passé industriel de la ville. Est-ce que c'est une ville que vous connaissez les uns les autres? Redon. Oui. Un petit peu? Redon, Pas c'est trop. une jolie ville. C'est très beau. C'est très chouette. Il Eh bien, y a écoutez, la voilà. compagnie drôlatique de marionnettes. Compagnie de marionnettes, ben oui, Drôlatique. exactement. Toujours à la pointe sur la D'artistes culture. Incollable même. Voilà, merci à tous. On vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez tout à l'heure votre journal régional à midi. On vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Voilà, Kenavo. Kenavo.